Ardèche Pro numéro 9. Thématique d'aujourd'hui, l'inclusion des travailleurs handicapés. Donc en effet, nous accueillons un binôme aujourd'hui avec grand plaisir. Donc pour rappel, en effet, je suis Maxime Lehoux, président de l'association ERET. Nous sommes un groupement d'entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée, dont l'objectif est de favoriser les échanges entre les entreprises, d'être un interlocuteur privilégié entre les élus du territoire et être un facteur de développement de nos entreprises. Donc pour cette thématique aujourd'hui, on a voulu travailler sur une gestion particulière du chef d'entreprise, l'inclusion des travailleurs handicapés. Et pour donc nous présenter cette thématique assez vaste, on accueille donc Éric Loté, qui est directeur adjoint d'ADAPI, le directeur des AT Ormeaux à Montlouis, et Christine Chambard, donc chargée de mission à la MRH. Voilà. Éric, je te laisse la parole. Merci Maxime, donc bonjour à toutes et à tous, donc ravi de partager ce moment avec vous. On va avec Christine essayer de vous donner une vue un petit peu de ce que peut représenter donc l'inclusion des personnes en situation de handicap, parce qu'on parle bien de situation de handicap, c'est bien un contexte particulier qui peut mettre en difficulté une personne, et charge à chacun de trouver des moyens d'adaptation pour lui permettre justement de pouvoir évoluer, on va dire, normalement. Voilà. C'est bien de préciser les choses. Absolument. Christine, je te laisse présenter ta structure peut-être. Très bien. Donc moi je suis Christine Chambard et je représente l'entreprise adaptée ANRH de Tours qui est présente sur le territoire depuis 2013. Et donc les AT Ormeaux, donc moi Éric Loté, le directeur adjoint, donc un établissement situé sur le territoire de Montlouis, sur Loire. On accueille, je le présenterai un peu plus longuement, mais 135 personnes en situation de handicap quotidiennement avec 30 encadrants. Voilà. Et on appartient à l'association ADAPI, qui est une association qui se situe sur l'ensemble du territoire national et qui a une structure indépendante par département. Je vous coupe une dernière fois pour présenter bien le format. Donc on a deux possibilités ce matin pour rejoindre l'événement. Une partie sur la plateforme Zoom, où tout le monde peut se voir et interagir sur cette plateforme. Et il y a également donc en face de nous une caméra qui est pilotée par Anne-Sophie du Rubik's Co. Donc pas hésiter en fait à hausser un petit peu le volume de la voix pour que tout le monde puisse bien entendre ce matin. Merci. Alors, on va commencer par la présentation des entreprises adaptées et notamment de la MRH. Donc, l'entreprise adaptée, la définition, ça a été donc créé par la loi de février 2005 et les entreprises adaptées donc, permettent aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi dans des conditions adaptées à leurs capacités. On va accompagner ces personnes en situation de handicap dans leur projet professionnel et l'objectif c'est aussi d'être une passerelle vers des employeurs privés ou publics. Avant 2005, les entreprises adaptées, c'est ce qu'on appelait les CAT, les centres d'aide par le travail. Je vais vous parler plus précisément de la MRH. Donc nous, la MRH, nous sommes une association créée en 1954, comme beaucoup souvent d'associations à cette période-là, un petit peu après la guerre, souvent par les familles de ces personnes en situation de handicap. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de la MRH, mais sachez qu'aujourd'hui, nous sommes 1900 salariés, que nous avons 25 établissements, notamment 4 ESAT, un CRP, et puis le reste, c'est plutôt des entreprises adaptées, et qu'on travaille sur une quinzaine de secteurs très différents en fonction de nos établissements. On peut avoir des établissements très spécialisés, par exemple c'est le cas à Blois puisque nous avons une blanchisserie industrielle, et puis des établissements plus diversifiés, c'est le cas notamment de Tours. Donc comme je vous l'ai dit, la MRH de Tours, nous sommes arrivés sur le territoire en 2013, puisque nous avons racheté un établissement qui comptait à l'époque 17 salariés. Donc vous voyez que nous sommes aujourd'hui 90 salariés,
C'est vraiment en fonction des périodes. Hein. On peut avoir besoin de renforts, notamment sur les équipes d'espaces verts durant les grosses périodes d'été. Et notamment, c'est important pour nous, nous avons à peu près 2/3 de nos salariés qui sont en CDI. C'est-à-dire on travaille quand même sur la pérennité d'un job en CDI, mais bien sûr, les CDD sont plutôt utilisés pour correspondre et aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, nous avons 4 grands secteurs d'activité. Le tertiaire administratif, alors tout ce qui est lié, comme son nom l'indique, à l'administratif, c'est-à-dire la numérisation de documents, les très spécialisés dans l'accueil, on peut mettre des gens à disposition dans les services. Une fierté en 2020, c'est l'ouverture de notre centre de relations clients, puisque c'est un nouveau service que l'on propose et qu'on a pu, malgré la crise, ouvrir en mai. Donc ça, c'est une vraie fierté pour la NRH. La partie donc nettoyage des locaux avec une spécialisation au bio-nettoyage, l'entretien et la création des espaces verts. Et puis, donc ça, c'est les 4 parties qui sont les parties socles de notre structure. Et puis, une dernière partie, et qui est vraiment l'objet de ma mission au sein de la NRH, c'est le développement du nouveau dispositif d'inclusion, le CDD tremplin, sur lequel on reviendra, qui est un dispositif d'insertion expérimentale. Voilà. On intervient essentiellement sur le 37, mais après, on peut évidemment on travaille par exemple pour le CRC, on travaille à travers toute la France, et pour les travaux administratifs aussi. Alors, donc moi pour les AT, donc, les AT c'est aussi un établissement qui est issu aussi de la loi de 2005. Hein. Alors moi je parle au nom de l'ESAT, les Ormeaux, mais sachez que je parle aussi au nom d'un dispositif, le dispositif formation parcours professionnel de l'ADAPI 37, puisque nous représentons à nous tous 3 ESAT, donc on accompagne quotidiennement 374 travailleurs en situation de handicap sur le département, et aussi 2 services, dont alors le CIPROMES qui fait un accompagnement social et professionnel pour des plus jeunes, mais aussi un nouveau dispositif dont je vais parler qui s'appelle le CIP, dont on vous laissera les coordonnées en fin de réunion, qui justement accompagne sur le volet professionnel des personnes qui veulent aller dans le milieu ordinaire. Voilà. Et puis ce service travaille justement notamment en partenariat avec le dispositif emploi accompagné. Et ce service-là, il est propre à la DAPUI ou c'est un service qui est national Alors c'est un service propre à la DAPUI. D'accord. Qui a vocation aujourd'hui d'accompagner les personnes plutôt, les travailleurs qui sont plutôt à la DAPUI, mais normalement devrait avoir vocation à accompagner d'autres personnes, en tout cas on l'espère, d'autres ESAT. Sachez quand même, pour avoir une cartographie sur l'ensemble du département, il y a 12 ESAT sur le département. Hein. Alors, un établissement, donc l'ESAT, c'est un établissement au service d'aide par le travail, c'est donc un établissement médico-social qui accompagne des personnes qui ne peuvent momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, travailler en milieu ordinaire. Donc il y a une commission qui se réunit en fait, hein, et qui va juger de la capacité de travail qui, en deçà d'un certain seuil, on décide que cette personne a une notification pour accéder à un ESAT. Voilà. Donc le public qu'on accompagne au quotidien, ce sont donc des personnes en situation de handicap, donc c'est de la déficience intellectuelle nous concernant, pour des personnes de plus de 20 ans, en règle générale, et par dérogation, ça peut être en deçà. Nous, au niveau de l'ESAT Les Ormeaux, je vais parler un petit peu de ma paroisse, nous faisons un certain nombre de prestations, mais si vous vous renseignez, vous verrez qu'il y a d'autres ESAT qui font aussi d'autres prestations que nous ne pouvons fournir. Donc nous, sur les ESAT Les Ormeaux, nous avons un atelier menuiserie, nous avons un atelier espace vert, et je pense que les gens qui résident sur l'Est Tourangeau peuvent les visualiser fréquemment. Nous avons un atelier effectivement aussi conditionnement, sous-traitance, pour faire des travaux administratifs comme de la numérisation de documents. Et puis nous avons aussi développé depuis quelques années un atelier, ce qu'on appelle maintenant hors les murs. Donc je pense qu'il est assez explicite, ça veut dire que
justement, on avait bien conscience que la volonté des travailleurs en situation de handicap était justement de pouvoir, à terme, pouvoir évoluer dans les entreprises, dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, et donc on a vocation à les accompagner pour qu'ils puissent vivre des expériences en ce sens. Et donc, bien sûr, on travaille avec un certain nombre de partenaires sur le territoire pour favoriser ces expériences. Notre rayonnement, il est au niveau du territoire de l'Est Tourangeau, principalement. Et on va parfois un petit peu au-delà. J'ai en tête, par exemple, on part en équipe, ce qu'on appelle en équipe encadrée, sur le département du Loir-et-Cher, pour une mission assez spécifique. Donc nous sommes un grand employeur du territoire, puisque nous avons 135 travailleurs accompagnés avec une trentaine d'encadrants. Et sachez qu'un tiers des personnes qui sont rattachées donc, à l'ESAT Les Ormeaux résident sur l'Est Tourangeau, donc ce qui est un neutre. Et un tiers des personnes, des travailleurs, sont autonomes dans les transports pour se rendre sur leur lieu de travail ou donc l'ESAT ou en entreprise. Sachez aussi, pour avoir une photographie de l'ESAT Les Ormeaux, sur les 3 dernières années, nous avons eu des sorties de travailleurs en situation de handicap pour avoir un CDI dans des entreprises. C'était le cas sur différentes structures, que ce soit des structures publiques ou des structures privées. Et sachez que nous avons pu, à cet effet, solliciter nos partenaires du dispositif emploi accompagné que je sais autour de cette conférence. Et je les en remercie. Voilà. Rapidement, le service inclusion professionnelle, le service de l'ESAT, donc le CIP a pour ambition d'accompagner les travailleurs d'ESAT qui souhaitent intégrer donc, le milieu ordinaire, comme je le disais. Et donc, je le disais, la plateforme emploi accompagné du territoire est un partenaire privilégié. Et je sais qu'en fait, au sein de ton ESAT, il y a une personne dédiée pour l'inclusion professionnelle. C'était une volonté de ta part d'ailleurs qu'elle soit présente ce matin. Mais normalement, dans notre concept de format, c'est vraiment un expert du jour. Là, aujourd'hui, on accueille un binôme avec plaisir. Mais je ne sais pas, est-ce que tu peux justement présenter cette personne-là? Oui, alors c'est William Godbert, que certains connaissent. Donc, lui, il est chef de service et c'est lui qui chapeaute les 2 services, le service 6 promesses, donc, qui intervient sur l'ensemble du département d'Indre-et-Loire. Et il encadre aussi le CIP, avec d'autres professionnels, dont Madame Decoire, que certains d'entre vous connaissent. Voilà. Et donc, bien sûr, ces coordonnées seront communiquées en fin de réunion. Ok. Alors, on voulait vous faire un petit peu part des similitudes entre les ESAT et les entreprises adaptées. Donc, évidemment, vous avez compris que le premier point, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Puisque, comme l'a dit Eric, voilà, eux, ils travaillent avec des personnes qui ont souvent des handicaps, on peut, entre parenthèses, dits forts, et que nous, on va travailler plutôt avec des handicaps dits moyens à plus légers. Tous les deux, nous avons des actions d'apprentissage et de formation visant l'inclusion professionnelle. C'est très important, la notion de formation, chez nous, en tout cas à la NRH. Nos budgets de formation sont très importants, et je pense que au sein de l'ESAT, c'est la même chose. Voilà. On peut faire du travail en co-traitance. Donc, il y a des ateliers sous-traitance pour diminuer la contribution. Alors ça, c'est notamment la partie ESAT et entreprises adaptées. Et puis, nous avons également des utilisations de moyens. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On fait de la prestation de services, c'est-à-dire qu'on peut intervenir, on intervient dans les structures qui font appel à nous, mais également on peut être hors de notre structure. Nous, on est plutôt sur un modèle avec des encadrements uniquement pour les espaces verts et le nettoyage, et sinon la partie travaux administratifs, quand nos salariés sont chez nos clients, ils sont fondus entre guillemets au sein de l'entreprise. Il y a également de la mise à disposition, et puis on utilise aussi ces fameuses PMSMP, qui sont des périodes de mise en situation en milieu professionnel, qui sont aussi une manière pour ces personnes en situation de handicap, quand elles sont dans le cadre d'une reconversion, de pouvoir découvrir de nouveaux milieux, de nouveaux métiers, et de voir dans quelle direction
ça les aide vraiment à construire leur nouveau projet professionnel. Vous l'avez bien compris, notre volonté commune est de faire monter en compétence des personnes avec différents moyens qui nous sont proposés. Et également de leur apporter de l'autonomie. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous avons aussi quelques différences, quelques particularités, donc on en a commencé un petit peu à aborder. Donc, alors, effectivement, l'entreprise adaptée fait partie de ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on est rattaché directement à un contrat de travail. Voilà, nous, on est donc un établissement médico-social, donc on appelle le contrat qui unit donc le travailleur avec l'établissement, ça s'appelle un contrat de soutien et d'aide par le travail. Et on a des règles, alors c'est la particularité, c'est pour ça qu'on parle de milieu protégé. On a des règles communes avec le milieu, on va dire, ordinaire, mais pas que, voilà, hein, puisqu'il y a le code d'action sociale et des familles qui nous régit en partie. Voilà. Le statut d'entreprise, donc il y a un statut commercial pour l'entreprise adaptée, régi donc par le code du travail. Donc pour les actes, donc c'est un établissement donc, régi par le code d'action sociale et des familles, comme je le disais, et aussi le code du travail. Le statut de la personne, alors la particularité c'est que toutes les personnes n'ont pas forcément une RQTH. C'est quand même une grosse majorité. Mais c'est quand même une grosse majorité. Hein, donc ils ont le statut de salarié. Hein. Nous, on va parler plutôt de bénéficiaires au niveau des ESAT, avec une entrée, j'en parlais tout à l'heure, une entrée par admission, hein, qui est liée à une notification faite par une commission au sein de la NDPH. Voilà. Et enfin, au niveau de la rémunération de la personne en situation de handicap, donc 100% du SMIC minimum pour l'entreprise adaptée. Et enfin, pour les travailleurs, pour les ESAT, pardon, il y a une rémunération qui est garantie entre 55 et 110% du SMIC, donc, mais il y a des compléments, donc il y a des allocations qui viennent en complément pour assurer au minimum un SMIC à chaque personne qui travaille. Voilà. Je veux juste revenir sur ce qui était noté avant. Nous, on travaille énormément avec des personnes qui sont en reconversion professionnelle, puisqu'ils ont leur statut de travailleurs en situation de handicap suite à une maladie, un accident. Et donc, nous, on travaille quand même essentiellement sur une population dans le cadre d'une reconversion. Et je me permets aussi, c'est qu'on constate aussi qu'il y a de plus en plus de similitudes quand même entre les publics des ESAT, puisque avant, une sortie en ESAT était quelque chose qui était assez plus qu'exceptionnel, hein, puisque le taux de sortie était de moins de 1%. On voit que c'est de moins en moins vrai au regard du nouveau public que nous accueillons également. Voilà. Et que de toute manière, nous aussi, notre volonté, c'est de faire de plus en plus de passerelles entre les ESAT et les entreprises adaptées. Exactement. Donc on continue avec les quelques autres différences. Donc effectivement, nous avons avec nos salariés des contrats de travail de droit commun. Donc on leur fait signer les contrats de travail. Alors qu'effectivement, au sein de l'ESAT, ce sont des contrats de soutien et d'aide par le travail. C'est ce qu'a dit juste avant Eric. Donc nous, on dépend, comme son nom l'indique, aussi du ministère du Travail. Et en ce qui concerne l'ESAT, c'est le ministère des Affaires sociales. Et nous, effectivement, notre public comporte entre 55 à 80% de travailleurs en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on peut aussi travailler, on mixe un peu aussi nos équipes, contrairement à la partie de l'ESAT, où là, on est sur 100% de personnes en situation de handicap. Après, au niveau du financement public, donc nous, on fonctionne avec des aides au poste pour compenser les conséquences du handicap. Mais nous, on fonctionne comme une entreprise. Nous, on fonctionne aussi avec le chiffre d'affaires qui est généré par le fruit de notre travail. En ce qui concerne le financement de l'ESAT, donc effectivement, c'est une dotation globale de financement à l'établissement, avec aussi des aides au poste. Et puis, un budget commercial aussi. Un budget commercial aussi. Sur les activités. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la partie financement public? Non, ça va. Donc on a différentes sources, effectivement, trois sources, deux budgets distincts et 3 sources de financement. On va vous parler maintenant. Alors,
quelque chose qui va du cadre législatif, ce qui est important, et on va commencer par vous passer une petite vidéo concernant la réforme de l'ETH, qui est une réforme qui est récente pour la loi sur la liberté du choix pour l'avenir professionnel, qui date de 2018 et qui a pour objectif, vous allez voir, de favoriser l'emploi direct. Donc on passe la vidéo. L'OETH, obligation d'emploi des travailleurs handicapés, change. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel la modifie. Le taux d'emploi de personnes handicapées reste fixé à 6% pour les entreprises de 20 salariés ou plus. Les modalités de calcul, elles, changent. Qui est concerné? Toutes les entreprises privées, quelle que soit leur taille, déclareront via la DSN, la déclaration sociale nominative, le nombre de salariés handicapés qu'elles emploient. Les entreprises de 20 salariés et plus, y compris celles comptant plusieurs établissements de moins de 20 salariés, seront soumises à l'obligation du taux d'emploi de 6% de personnes handicapées. Les entreprises de 250 salariés et plus devront désigner un référent handicap. Quel calendrier? Les nouvelles règles s'appliqueront uniquement à compter de la déclaration de l'année 2020, que vous effectuerez au premier trimestre 2021. Avec l'aide de l'AGEFIP, vous avez jusqu'à 2020 pour vous préparer à ces changements. Et pour vous, qu'est-ce qui va changer? Si aujourd'hui vous salariez des personnes handicapées, en CDI, en CDD, ou faites appel à des personnes handicapées pour des missions d'intérim, en 2020, le calcul de votre taux d'emploi sera simplifié. Tout travailleur handicapé, quelle que soit la nature de son contrat, y compris les stages ou les périodes de mise en situation professionnelle, sera comptabilisé au prorata de son temps de travail sur l'année. Si aujourd'hui vous n'êtes pas concerné par l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, car votre entreprise compte plusieurs établissements de moins de 20 salariés, ce ne sera plus le cas. Le taux de 6% sera appliqué à la somme des effectifs des établissements faisant partie de l'entreprise. Une entreprise de 38 salariés devra ainsi recruter 2 personnes handicapées. Des mesures transitoires sont prévues par la loi jusqu'à la fin de l'année 2024. Si aujourd'hui vous avez recours à des entreprises adaptées, des établissements et services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, une partie du montant des contrats pourra être déduite de la contribution financière. Si aujourd'hui vous êtes engagé dans un accord agréé d'entreprise, de groupe ou de branche, ces accords agréés auront une durée de 3 ans. Ils pourront être renouvelés une fois à compter de 2020. L'AGEFIP est à votre côté pour prendre en compte ces changements et vous aider à développer l'emploi des personnes handicapées. Accompagnement emploi handicap sur mesure. Proximité et réactivité. Aide financière. Réseau de référents handicap. Contactez-nous. Alors, on avait choisi de vous faire passer ce petit film qui explique bien les nouvelles dispositions. En tout cas, il y a quelques points qu'il faut retenir, notamment, c'est aujourd'hui l'objectif est de favoriser l'emploi direct des personnes en situation de handicap auprès des entreprises, notamment bien, grâce au CDD tremplin dont je vais pouvoir vous parler un petit peu plus tard. Alors, ce qui est important, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que vous avez vu, il y a différents types de modalités. Même un stage peut rentrer donc, dans le calcul, dans la contribution. Voilà. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et donc toutes les modalités qu'on va vous présenter vont contribuer aussi pour répondre à cette obligation. Donc en fait, ouais, si j'ai bien compris, c'est qu'ils ont simplifié en fait le modèle de calcul pour intégrer plusieurs modes en fait d'adaptation en milieu professionnel. Plusieurs types de modalités. Mais on est toujours sur les 6%. Oui, tout à fait. J'ai noté une stat en moyenne dans le secteur privé. Les entreprises dans le secteur privé, ils sont à 3,5%. Donc bien en dessous en fait des obligations légales, et dans le secteur public on est à 5,5, toujours aussi un petit peu en dessous des obligations des 6%. Donc c'est bien, l'objectif de cette loi, c'est justement d'essayer de faire progresser, même si on part d'assez loin et qu'il y a des fortes progressions sur les dernières années. L'objectif effectivement est de pouvoir favoriser, puisque
Et une autre statistique qu'on peut commenter, c'est qu'une personne qui a une RQTH, en général, a un taux de chômage, il est autour de 20%, 19% à 20%, ce qui, l'objectif, bien sûr, c'est de permettre à des personnes de pouvoir trouver un emploi plus facilement. Pour résumer, hein, alors j'ai compris qu'il y avait eu des petits soucis de son, donc pour résumer quelques données, donc vous l'avez compris, donc le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est le seul pris en compte pour le calcul de la contribution, donc les 6% d'effectifs sont très importants. Donc bien sûr au prorata du temps passé dans les entreprises, hein, c'est important, donc les stages comptent aussi, ça c'est important de le noter. Le recours aux entreprises adaptées, aux ESAT, viennent en déduction de la contribution à GEFIP. Tous les employeurs, y compris les entreprises de moins de 20 salariés, dans le cadre de la déclaration sociale nominative, doivent déclarer les personnes en situation de handicap. Et ce qui est aussi important, c'est que pour les établissements, pour les entreprises à établissements multiples, l'OETH s'applique sur l'ensemble de l'entreprise et pas par établissement. Et enfin, pour les entreprises de plus de 250 salariés, on est obligé de nommer un référent handicap. Donc ça aussi, c'est assez structurant en ce qui concerne cette loi. Voilà. Et donc les embauches font l'objet d'un accompagnement de la personne en situation de handicap avec son employeur. Donc ça, c'est important. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, donc notamment le dispositif, la plateforme emploi accompagné dont on a déjà parlé, où en gros la volonté c'est que par département, ce type de structure puisse accompagner les entreprises et les travailleurs pour justement arriver vers des situations d'emploi. Et enfin, les entreprises, donc les ESAT, n'hésitent pas à faire appel à des partenaires pour étayer l'accompagnement. Ça c'est important. On est vraiment sur une notion de parcours de la personne. Ça c'est vraiment important de l'entendre, et donc à travers son parcours, on peut mobiliser, on peut étayer les accompagnements, on peut mobiliser un certain nombre d'acteurs. Absolument. Alors, quels sont les avantages pour les entreprises de faire appel soit aux prestations des ESAT ou des entreprises adaptées? Donc, elles sont multiples. Bon, d'abord, vous allez faire appel à des compétences, puisque nous, aujourd'hui, aussi bien en ESAT qu'en entreprise adaptée, nous avons des savoir-faire techniques, des apprentissages. Nous avons en face de nous des salariés en situation de handicap, mais qui ont également la motivation, la fiabilité, des qualités, des savoir-faire. Et puis, on a aussi la possibilité de mobiliser de la formation. Par exemple, on travaille sur la confiance en soi, sur la reconnaissance des savoir-faire professionnels, gestes et postures. Enfin, voilà, il y a plein d'étapes sur lesquelles on va pouvoir aider ces salariés à développer leurs compétences et leur savoir-faire. Ensuite, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la responsabilité sociétale et environnementale. Évidemment, faire appel aux entreprises adaptées et aux ESAT s'inscrivent totalement dans cette démarche RSE, puisque de toute manière, l'objectif, c'est toujours d'accompagner l'emploi et l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc effectivement, on voit la dimension sociale, et puis évidemment aussi la notion d'environnement-économie, puisqu'on est quand même sur de la proximité au niveau du territoire. Eric l'a dit, nous on l'a dit aussi par rapport plutôt à la notion de tour et agglomération, et qu'on travaille beaucoup avec l'ensemble des acteurs du territoire. Ensuite, c'est la notion de contribution à la GEFIP, elle est quand même très importante. Donc effectivement, faire un appel à des prestations en ESAT ou en entreprise adaptée, ça va vous permettre de diminuer la contribution la diminution de votre contribution, pardon, je vais y arriver. Et puis effectivement, l'avantage aussi de faire appel à nous, c'est que vous avez un accompagnement. Donc par exemple, dans le cadre de la IRH, on a mis en place une équipe socio-professionnelle, puisqu'on a une assistante sociale et une psychologue qui interviennent.
Vous avez une équipe médico-sociale. On a une équipe assez étoffée, assistante sociale, psychologue, évidemment bien dotée. Voilà. Moi, dans le cadre de ma mission du CDD Tremplin, donc effectivement, j'ai toute une mission d'accompagnement et de la part de l'employeur, enfin, j'accompagne et l'employeur et le salarié avec des rendez-vous, des points réguliers, un livret de suivi qui est extrêmement étoffé. Je peux accompagner les candidats lors des premiers rendez-vous sur les entretiens d'embauche, etc., etc. Il y a une équipe de moniteurs éducateurs, là c'est vraiment dans les actes. D'ailleurs, c'était indiqué dès le départ, il y a 30 aujourd'hui, il y a 30 salariés sur... Et si je peux me permettre, en termes de prestations, ce qu'on peut proposer aussi, ce qui font partie aussi des formes d'inclusion potentielle, c'est ce qu'on appelle la présence d'une équipe encadrée dans une entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, pendant des journées entières, une équipe, et c'est ce qui se passe dans le 41, quand je faisais allusion à une intervention dans une entreprise, on a une équipe dédiée qui vient avec un encadrant pour mener à bien des prestations, donc on appelle ça des équipes encadrées dans les entreprises. Et donc on a beaucoup de... Il est 9h30 passé. Le format de ce matin, votre intervention, en fait, on s'est fixé un objectif pour aller jusqu'à 9h45 pour qu'on ait 15 minutes d'échange avec les personnes les participants sur Zoom et ceux qui nous regardent sur Facebook Live. Peut-être que je peux lancer un sondage à ce moment-là. On a bien compris qu'en effet, vos deux structures sont présentes pour accompagner le chef d'entreprise dans leur démarche d'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Peut-être qu'après, on va pouvoir parler d'outils ou d'exemples assez pratiques pour faciliter cette situation-là pour les chefs d'entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu aussi la participation, enfin la présence de notre député de circonscription, Daniel Labaronne, qui était présent entre 9h et 9h30, qui m'a envoyé un message et qui se réjouit que ces nouvelles obligations vont simplifier les procédures et faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap, et que bien évidemment ces nouveaux dispositifs de loi ont été votés et il a participé à ce vote, bien entendu. Donc pour les personnes qui nous regardent sur Zoom, je vais vous faire parvenir un sondage. Vous allez avoir 3 questions. Les 2 premières sont à répondre par oui ou par non. Première question, votre organisation professionnelle a déjà accueilli une personne en situation de handicap? Vous pouvez cocher par oui ou par non. Si oui, avez-vous rencontré des difficultés? Oui, non ou pas de réponse si vous n'avez jamais accueilli une personne en situation de handicap. Et si vous avez déjà accueilli une personne en situation de handicap et que vous avez déjà rencontré des difficultés, on vous a mis une liste non exhaustive, donc pas de réponse si vous n'avez jamais accueilli de personne en situation de handicap. Et sinon, les difficultés à lever pouvaient être de l'ordre de l'aménagement du temps de travail, l'aménagement du poste, des problématiques d'ordre social, des problématiques d'ordre psychologique ou l'intégration par les équipes. Également autres, si vous avez d'autres idées, vous pouvez nous les mettre dans la discussion. Et puis sur Facebook Live aussi, on attend vos remarques si vous avez déjà accueilli des personnes, des travailleurs en situation de handicap. Donc là, vous êtes 9 sur 15 à participer à cet échange. Il y en a 11. 73% ont voté. Et puis après, donc, je vais vous proposer, Christine et Eric, de commenter ces résultats que je vais vous soumettre. Et après, peut-être rebondir en effet sur la partie outils de gestion pour le chef d'entreprise dans la thématique inclusion des travailleurs handicapés. 12 sur 15. Allez, encore 30 secondes et puis je clôture le débat. Merci à tous pour votre participation. Le sondage, oui, bien sûr. Encore là jusqu'à 2h45. Allez, encore 15 secondes. Votre organisation professionnelle a déjà accueilli une personne en situation de handicap? Oui, non. Et si ça a été le cas, avez-vous rencontré des difficultés éventuellement au niveau de l'aménagement du temps de travail, aménagement du poste, problématiques d'ordre social, problématiques d'ordre psychologique ou d'intégration par les équipes? Allez, 13 sur 15, je mets fin au sondage et je vous publie les résultats. Partagez les résultats.
Donc Christine, Eric, 54% des personnes qui nous regardent ont déjà accueilli un travailleur en situation de handicap. Il y a une majorité qui n'ont pas rencontré de difficultés. 15% ont rencontré une difficulté pour ceux qui ont déjà accueilli un travailleur en situation de handicap. Et les difficultés à lever étaient surtout d'ordre au niveau de l'aménagement du temps de travail. On en avait échangé avant le démarrage de ce petit déjeuner. Et puis l'aménagement du poste également. Et un petit peu aussi au niveau d'intégration par les équipes, peut-être d'un point de vue compréhension de l'handicap de l'autre. Il y a peut-être aussi en effet de la communication et un dialogue à mettre dans vos équipes. Qu'est-ce que vous pouvez... Sur le troisième point aussi, on peut souligner qu'il y a quand même 62% qui n'ont pas de réponse par rapport à cela, qui sont un peu dans le flou. Alors, soit il n'y a pas de réponse, ou aussi ça peut être des personnes qui n'ont jamais aussi intégré de personnel en situation de handicap. Alors déjà, pour la première question, c'est plutôt un bon chiffre, je pense. Oui, parce 1 que sur 2, c'est quand même très bien. positif. Voilà. Alors, juste pour rassurer, tout ce qui est mis en place au niveau du pouvoir public notamment, et l'arrivée de différents dispositifs et différents acteurs, c'est justement pour arriver à lever les difficultés qu'on pourrait éventuellement rencontrer sur l'aménagement du temps de travail, sur la communication qu'on peut faire au sein de l'équipe. Ça, c'est des missions qui sont aujourd'hui fournies par des dispositifs. Je pense dispositifs emploi accompagné notamment dont on va parler. Et puis, bien évidemment, on parle beaucoup d'une notion de parcours de la personne. Accueillir une personne en situation de handicap, ça se prépare. Donc, nous, on est extrêmement bienveillants et on fait en sorte que, effectivement, les choses se passent le mieux possible avec, on va dire, une temporalité adaptée. Mais pour rassurer chacun autour de cette visio, c'est vraiment aujourd'hui tout est fait vraiment pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. Moi, je voulais juste rajouter, c'est que les personnes en situation de handicap souvent font preuve d'une vraie fierté de bien faire quand ils vont en entreprise, et ça, c'est systématiquement vérifié. Et puis aussi, ils disposent, tu en as parlé, Christine, de beaucoup de formations. Oui. Je vois, nous, par exemple, on fait ce qu'on appelle des formations RSFP, donc c'est lié au dispositif reconnaissance des acquis de l'expérience. Donc, ils ont pu acquérir au fur et à mesure un certain nombre de savoir-faire qu'ils ont vraiment envie, ils sont très investis, qu'ils ont envie de mettre à profit des entreprises. Voilà. Nous venons d'en faire un justement avec un jeune qui sort du CIPROMES de l'ADAPI. Donc c'était une vraie fierté pour la cohésion qu'on a pu créer avec ce service-là aussi. Et c'était une vraie fierté pour nos équipes et une vraie fierté pour le jeune homme d'avoir pu d'avoir ce diplôme, puisque les RSFP, ils ont un diplôme qu'ils reçoivent. Donc ça, on a commencé en 2020 et on a bien l'intention de continuer à développer cette partie-là au niveau de la formation. Ce qui est intéressant, ce que tu disais, Eric, ce qui était aussi très important, c'est que voilà, nous on travaille vraiment en lien avec les acteurs, notamment la plateforme des emplois accompagnés, mais moi je travaille aussi beaucoup avec les acteurs de l'insertion, puisque l'objectif c'est vraiment de travailler le plus en lien avec les structures qui connaissent bien les salariés en situation de handicap. Et puis il faut savoir aussi que par rapport à tout ça, nous, notre interlocuteur privilégié, c'est souvent aussi la GFIP, qui est vraiment un partenaire pour nous très important et qui est aussi un partenaire pour les entreprises. Donc on avance, 9h40, oui. On essaie de respecter un certain timing. Eric, je te laisse enchaîner. Rapidement, on en a déjà parlé, donc le dispositif et la plateforme emploi accompagné, donc qui est issu d'une loi de 2016, donc, qui permet d'accompagner des personnes vers et dans le milieu ordinaire. Donc l'accompagnement est mis en place par un référent, qui peut prendre différentes formes. La présence lors d'entretien, l'aide au poste, à chaque changement de tâche ou organisation de travail, l'adaptation du poste et réflexion autour des moyens de compensation, tout ça c'est organisé et pris en charge par cette plateforme. Ils en parleraient encore mieux que moi, une sensibilisation du collectif de travail, ce qui répond un peu au sondage.
Alors nos partenaires, c'est évidemment les services pour l'emploi que sont Cap Emploi, la mission locale de Pôle Emploi, avec lesquels, je ne vais pas revenir dessus, mais on met en place des PMSMP, des outils, de l'AFPR, c'est les actions de formation préalable au recrutement, des évaluations, des contrats aidés, etc. Nos partenaires, c'est évidemment aussi la NDPH et la CDAPH, voilà, parce que c'est important aussi de travailler en lien avec eux. Et puis comme je vous l'avais dit juste précédemment, l'AGFIP, ou le FIP d'ailleurs pour les organismes publics, qui sont des organismes extrêmement actifs et qui nous aident énormément sur ce travail collaboratif. Juste peut-être préciser ces acronymes, MDPH, Alors, CDAPH, parce que sur Facebook Live, Maison départementale des personnes pour les personnes handicapées. D'accord. C'est une commission, la commission départementale, qui statue justement. Merci. Et pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, ces partenaires-là sont aussi à l'écoute des chefs d'entreprise? C'est vraiment lié à votre structure? Comment ça se passe? Par exemple, la GFIP, elle est très très ouverte directement, elle fait énormément d'actions directement auprès des entreprises. Même DPH, on a moins accès c'est plutôt les structures ça comme nous voilà. qui ont accès. AGFIP. Voilà. Il y a eu quelques années une grosse campagne de communication de la GFIP, même sur des publicités nationales qui passaient à la télé, qui étaient tournées un peu vers la dérision d'ailleurs. On se souvient d'une publicité avec Jamel Debbouze où il tournait vraiment ce côté-là de l'inclusion des travailleurs handicapés sur la dérision pour essayer de communiquer un peu plus et se faire connaître un peu plus auprès du grand public. Alors, je voulais vous expliquer concrètement, et là où je vais vraiment rentrer dans le sujet, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'entreprise adaptée, et notamment la NRH. Eh bien, moi, je développe un nouveau dispositif d'inclusion qui s'appelle le CDD Tremplin. Donc, c'est une expérimentation qui est ouverte depuis 2019, qui va se terminer en 2022. Et l'objectif est vraiment de favoriser l'inclusion des travailleurs en situation de handicap, mais au sein des entreprises. Voilà. Donc, dans le cadre de ce CDD Tremplin qui peut aller de 4 mois à 24 mois, donc il y a une vraie souplesse par rapport à ce dispositif. Il y a un accompagnement renforcé, c'est ce que je vous ai dit un petit peu précédemment. Aujourd'hui, moi je fais des points, on a un livret de suivi et on a l'accompagnement socio-professionnel qui est mis en place. Donc toujours l'objectif est de lever les freins quand il y en a, quelquefois il n'y en a pas. Le deuxième avantage, ou le troisième même, c'est l'accès à une formation qualifiante. Ah oui, pardon, j'ai inversé l'accompagnement et la formation. Donc il y a l'accès à une formation, c'est-à-dire que dans le cadre de ce qu'on appelle le plan d'investissement des compétences, l'État a donné des fonds de formation à la GFIP. Et donc nous, on va on va demander directement à la GFIP, à ce partenaire, de pouvoir financer les formations. Et puis, j'insiste aussi sur le fait qu'il y a plusieurs modèles, il y a d'autres modalités qui sont possibles. On a parlé des stages, on a parlé des mises à disposition en entreprise, on a parlé de contrats de prestation avec ou sans encadrement. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. On peut intervenir directement dans les entreprises avec un encadrant ou sans encadrant et les travailleurs viennent réaliser des prestations de services, entre autres. Voilà, il y a tout un tas de modalités possibles pour une intervention au sein, pour favoriser l'inclusion. Donc ça, je pense que tout le monde en a bien compris. Puis il y a aussi les prestations de sous-traitance qu'on peut réaliser notamment en ESAT. Donc, je rappelle que ça vient en déduction en fait de la contribution à GFIP toujours. Voilà, alors on n'est pas rentré dans le mode de calcul de l'OETH parce que c'est un sujet à part entière et on pourrait y passer des heures et c'est plus technique. C'est complexe. Mais tout ça, ça y contribue. Donc j'espère qu'on a suscité aussi de l'envie pour vous faire appel sur le territoire. Et puis j'en ai parlé aussi, sachez au niveau de la NAPI, donc on a développé un service, donc le CIP, notamment le service d'inclusion professionnelle, qui reste à votre disposition aussi pour justement entrevoir des stages découvertes et puis mener à bien des actions d'inclusion. Voilà. Dans les autres actions aussi qui sont très importantes qu'on peut mener tout au long de l'année, il y a quelque chose qui émane du secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap qui s'appelle le DUOD. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà entendu parler, mais
C'est quelque chose qui existe depuis à peu près 3 ans, on y est inscrit depuis 2 ans. Je crois que toi aussi, Christine, Oui, tu le fais oui, aussi. absolument. Donc ça permet en fait à des personnes, alors il y a plein de, vous allez sur YouTube, vous tapez DOD, vous trouverez plein de références. Ça permet à des personnes de faire des stages découvertes pendant une journée dans une entreprise, pour celles qui le veulent. Donc on a plusieurs partenaires qui nous répondent favorablement tous les ans. Et c'est le début de ces stages découvertes pour permettre de, on va dire, de voir si le projet professionnel est possible, hein, voilà, voir découvrir un métier, donc ça c'est important, et puis voir si ça correspond un petit peu aux attentes que pouvait avoir la personne. Nous on parle, et c'est aussi un objectif de la loi, de DOD inversé. Pourquoi pas imaginer que des gens du secteur Ça existe. du milieu ordinaire viennent en ESAT, et nous, je suis extrêmement favorable à l'ouverture des portes pour montrer qu'on travaille tous ensemble. Il y a aussi un événement qui s'est déroulé au mois de novembre dernier, en pleine période de pandémie, alors ça se déroule tous les ans, mais nous on a voulu mettre quelque chose en place alors, qui aura plus de visibilité dans les années à venir. C'est la semaine, on a voulu mettre l'accent sur la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, et donc on a permis on a mis en place une action avec un système d'autocollant qui permettait aussi, avec l'accès d'un QR code, d'accéder à une plateforme pour que tous les acteurs puissent savoir toutes les prestations fournies par tous les ESAT du département. Donc il y avait une action collective. Et puis aussi, ça permettait de mettre en avant tous les clients. Donc ça pouvait parler de politique RSE tout à l'heure. Je crois qu'on est vraiment là-dedans et il y aura des sujets à terme sur les RET autour de la RSE. Ça permettait de mettre en avant tous les clients qui travaillent avec les ESAT, et notamment, donc c'est quand même une belle image aussi qu'on peut véhiculer. Voilà. Et puis, voilà, les journées portes ouvertes restent valables, les visites à la carte aussi. Mais aussi, on peut organiser des rencontres dans les entreprises, hein, à travers le site, à travers l'ESAT, là aussi, j'imagine que toi aussi tu fais ce type de choses. Voilà, donc on est ouvert à tout type de moyens pour favoriser l'inclusion. Voilà. Moi, je voudrais revenir juste, Eric, sur, sur le fait que nous, avec les AT, les hormones, on a mis aussi, on a fait une passerelle avec Johnny, voilà, c'est quelqu'un qui sortait d'un ESAT et qu'on a pris chez nous. Donc il y a vraiment ces passerelles, parce qu'effectivement, sortir des AT pour aller en milieu ordinaire, ça peut quelquefois peut-être créer un peu d'angoisse, et que là finalement la passerelle ESAT, entreprise adaptée, c'est quelque chose qui s'est fait absolument naturellement, et on est très heureux d'accueillir Johnny aujourd'hui au sein de l'ANRH. Il y a beaucoup de passerelles, il n'y a pas de notion, vous avez bien compris qu'on parlait au nom en fait, des personnes avant tout, hein. Et donc effectivement nous aujourd'hui le message qu'on voulait faire passer, c'est que clairement, il y a plein de partenaires, il y a plein de partenaires, voilà, tout le monde travaille qui favorisent le parcours des personnes. En bonne intelligence. Voilà, donc c'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer ce matin, et j'espère qu'on a pu vous le transmettre. Merci Eric et Christine. On est dans le timing, il est 9h50. Ce que je vous propose pour donc la plateforme Zoom, tous ceux qui nous regardent sur Zoom, pardon, vous avez la possibilité d'intervenir en discussion pour poser vos questions, et puis même d'ouvrir vos micros pour intervenir. Sur le Facebook Live également, dans les commentaires du Facebook Live, vous avez la possibilité d'interagir, et on relayera vos interrogations ou vos remarques. Pour lancer la discussion, je peux vous faire parvenir un dernier sondage qui ouvre la discussion. Ça parle de vous, et vous, votre organisation professionnelle est-elle prête? Elle peut accueillir une personne en situation de handicap via un contrat, elle peut accueillir une personne en situation de handicap via un stage, elle peut accueillir une personne en situation de handicap via une visite d'entreprise ou de votre organisation, ou elle n'est pas encore prête pour accueillir une personne en situation de handicap. Après, c'est vrai que les chefs d'entreprise peuvent avoir des barrières, et la communication a un grand jeu dans l'avenir en fait, de la réussite de ces modifications de loi. Par exemple, moi j'ai une question. Est-ce qu'une entreprise qui souhaite accueillir un travailleur en situation de handicap doit forcément mettre en place un salarié en doublon avec le travailleur en situation de handicap? Alors après, ça va dépendre évidemment du poste. Aujourd'hui, quand on arrive dans une société, il y a forcément un temps de formation,
liées à la connaissance du secteur, de l'entreprise, de la méthodologie, des outils, etc., etc. Mais nous, aujourd'hui, quand on délègue, par exemple, au niveau des travaux administratifs, des personnes qui sont des personnes de la NRH qui sont au sein des entreprises, il n'y a pas du tout, enfin, il n'y a pas cette notion de tutorat, elle n'est pas systématiquement nécessaire. Après, j'aurais tendance à vous dire qu'aujourd'hui, nous, on fait vraiment un peu, on fait du sur-mesure, c'est-à-dire que chaque cas est unique. C'est-à-dire que chaque entreprise qui accepte d'accueillir un salarié en situation de handicap, il a sa vision des choses. Chaque salarié a aussi ses besoins, ses attentes. Et ses équipes également. Absolument. Et c'est vraiment l'objectif des équipes, aussi bien d'Eric que de nos équipes à nous au niveau de la NRH, de faire en sorte que ces personnes se rencontrent. Oui, alors c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire à mon niveau que avoir une référente ou un tuteur, c'est un plus dans une entreprise, il ne faut pas se leurrer. Après, il y a une notion de parcours. Donc, l'arrivée d'une personne, ça se prépare, je le répète. Pour mon expérience au sein de l'ESAT, toutes les embauches, parce que je le répète, on a eu la chance de concrétiser plusieurs embauches pour des personnes qui le souhaitaient en milieu ordinaire sur les 3 dernières années. Systématiquement, ça s'est ponctué avec un stage préalable ou alors un contrat de mise à disposition pendant plusieurs années même. Et au bout d'un moment, la personne elle-même, à travers tout ce qu'elle a pu montrer, elle a pu être repérée, et du coup, elle a intéressé la structure d'accueil et elle a intégré. Avec de la réussite, puisque à chaque fois, systématiquement, parce qu'il y a une forme de peur, c'est ce que tu disais, c'est tout à fait légitime. La reconnaissance. Parce qu'il y a une méconnaissance. Il y a plein d'acteurs, je le répète, la plateforme Emploi Accompagné en fait partie, bien évidemment. Il y a plein d'acteurs qui favorisent. Alors, je rappelle quand même que la plateforme Emploi Accompagné, jusqu'à présent, peut-être que ça a changé, mais il n'y avait pas de données de fin sur leur intervention auprès d'entreprises accueillantes. Il n'y avait pas de notion, donc c'était selon le besoin de l'entreprise et de la personne qui était accueillie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et puis clairement, les personnes, à chaque fois, on leur dit, si ça se passe mal, on est toujours là les actes, mais ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit, on a toujours eu des retours extrêmement positifs. Donc voilà, je tiens à préciser ça. Nous, on a aussi développé des modules de formation très courtes sur la sensibilisation au handicap pour les entreprises, voilà, pour préparer éventuellement les collaborateurs. Donc j'ai diffusé sur Zoom un dernier sondage. Et vous, votre organisation professionnelle est-elle prête à accueillir une personne en situation de handicap via un contrat, via un stage, via une visite, ou elle n'est pas encore prête parce qu'il y a encore peut-être des barrières à lever ou une organisation à revoir dans son entreprise pour accueillir un travailleur en situation de handicap. Écoutez, je vous propose de mettre fin à ce sondage et puis je vous le diffuse. Et encore une fois, sur Zoom, vous avez la possibilité dans discussion de partager vos remarques, vos avis, vos questions, et également en commentaire sur la page Le Rubik's Co, la page Facebook Le Rubik's Co. Partagez le sondage. Donc, partagez le résultat. Christine et Eric, donc, question sur 71% des personnes sont prêtes à accueillir aujourd'hui un travailleur en situation de handicap via un contrat. En fait, on peut remarquer qu'une majorité de personnes sont aujourd'hui prêtes, l'organisation leur permet, et on a seulement 2 personnes sur 7 qui ont certainement encore un travail à faire pour accueillir un travailleur en situation de handicap. Très bien. On est prêt en tout cas à les accueillir pour encore les convaincre, leur montrer aussi que c'est possible, et qu'après les choses vont faire leur chemin, je pense. Mais voilà. C'est notre rôle vraiment d'aller d'œuvrer dans cette direction et de faire en sorte que le mot handicap cesse de faire peur. Parce que finalement, c'est un petit peu le mot qui provoque des angoisses. On a effectivement une confirmation de Sandrine Bédard. Pas de limitation de durée d'accompagnement sur la plateforme Emploi Accompagnement. C'est important, voilà. Très important.
Peut-être que Sandrine, vous voulez intervenir ou cette remarque vous suffit? Vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro et puis de partager. Merci Sandrine pour votre intervention. On a Monsieur Roman qui nous demande s'il y a possibilité de passer votre présentation. Peut-être que ça, en effet, ce sera donné en version PDF. On se permettra de dans la leur envoyer newsletter. si vous le souhaitez, à tous les participants de la journée, en rajoutant également vos coordonnées s'ils ont besoin de reprendre contact avec vous pour avoir plus d'informations complémentaires ou éventuellement aller vers l'étude de l'employabilité d'un travailleur handicapé. Il est 9h58. Sur le Facebook Live, Anne-Sophie, est-ce qu'on a des personnes qui bougent? Je crois qu'il n'y a pas d'autres remarques non plus sur le Zoom. A priori, tout a été clair. Notre format des petits déj pro continue. Il a lieu donc tous les premiers mardis de chaque mois. Donc le prochain petit déj pro, le 10e, ce sera avec un habitant, un résident, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, un résident du Rubik's Co. Donc ça aura lieu le mardi 2 mars avec Vincent Beaufour. La thématique, Soufiane? Donc Vincent Beaufour accompagné de son confrère Romain Loubeau, représentant la société Innovea. La thématique concerne la gestion du patrimoine des dirigeants, tant au niveau personnel qu'en tant que chef d'entreprise de sa structure. Et du coup, on affinera un petit peu plus la thématique pour vous passer un peu plus d'informations lors de la prochaine newsletter. Vous aurez un peu plus de détails. C'est en pleine construction et j'ai tout un plaisir à recevoir ces deux personnes-là, d'autant plus que Vincent Beaufour est résident de Rubik's Co. Voilà. En tout cas, un grand merci Christine et Eric pour cette intervention de qualité ce matin. Donc je sais que vous restez à disposition bien sûr des personnes qui étaient avec nous. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Rendez-vous donc au prochain format, mardi 2 mars, pour le 10e petit déj pro. Et on vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous, merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci. Merci à tous.